Bonjour Guillaume, merci d'accepter de répondre à ces quelques questions aujourd'hui pour ce podcast. On a hâte de parler dressage avec toi. Avec plaisir. Tu es entraîneur international, cavalier. Tu parcours, si j'ai bien compris, les 4 coins du monde pour aller entraîner. À peu près, oui. Ouais, c'est ça. Et tu entraînes tout type de chevaux, tout type de cavaliers. Depuis combien de temps ? Maintenant, je coach depuis très très longtemps puisque c'est une histoire familiale, Ouais. mais je voyage énormément dans le monde entier depuis une dizaine d'années, oui. Ah, magnifique. Bon, c'est génial. On va vraiment parler de ton expérience, de ta philosophie du dressage et aussi, évidemment, de ton point de vue sur la discipline et son évolution. Parce que du coup, tu as la chance de voir plein de formes de dressage dans plein de nationalités différentes. Et donc, ça va nous apporter un point de vue vraiment très riche. Du coup, on va commencer très simplement par ton parcours. Oui. Je serais curieuse de savoir comment le Guillaume qui est là aujourd'hui a été formé, d'où tu viens, quels ont été tes mentors. Bien, c'est une histoire familiale puisque les chevaux, c'est depuis 4 générations dans ma famille. Et ma maman a développé un énorme centre équestre dans la région de Bordeaux. Et donc, j'ai été bercé depuis le plus jeune âge dans les chevaux et dans les poneys. Et donc, ça m'a permis d'évoluer dans les chevaux et aussi dans la pédagogie puisque je gagnais mon argent de poche quand j'étais petit en assistant mes parents pour donner des leçons et déjà dynamiser le centre équestre. Voilà. Donc déjà, un sens de la pédagogie, animer mes leçons, voilà. Donc déjà, tout jeune, alors tu donnes des leçons ? Oui, à l'âge de 14 ans, pour gagner mon argent de poche, oui. Ah ouais, oui, donc oui. tu as ça dans le sang, quoi. À peu près, Okay. à peu près. Et après oui. ça, comment tu t'es orienté vers une carrière de professionnel ? Donc j'ai fait des études classiques, un brevet technicien agricole, dans l'idée éventuellement de reprendre la structure familiale. Et puis je repars vers un BTS, un brevet technicien supérieur en viticulture-œnologie, qui m'a pas tellement passionné. Mes grands-parents avaient une propriété dans le Sauternais. Et finalement, j'ai fait des pieds et des mains auprès de ma mère en lui disant « Écoute, moi je veux travailler dans les chevaux, voilà, les études ça me passionne pas ». Alors elle m'a dit « Ok, très bien Guillaume, on sait que des études universitaires coûtent de l'argent en tant que parent, un cote, enfin un studio, et on va essayer de te donner un coup de main pour que tu puisses te former avec exactement le même volume financier ». Et j'ai eu cette chance de pouvoir déjà, à 18 ans, voyager, me déplacer. Je suis parti pendant 2 ans faire ma formation de monitorat dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, chez Christian Forlini, qui est une figure très reconnue dans le sud de la France. Et lui, en plus, m'a vraiment encore plus donné le goût de la pédagogie et de l'enseignement. Et donc là, t'es encore en France à ce stade-là ? Oui. Et comment tu te retrouves en Belgique ? Alors, je monte en France, je fais de la compétition. J'ai eu la chance d'avoir un très bon cheval anglo-arabe qui m'a permis d'être champion de France anglo-arabe à Pompadour. Et puis, après ce monitorat et après de passer en France, j'entendais beaucoup parler de l'Allemagne, de la Hollande. Et je voulais découvrir un petit peu le dressage plutôt dans une approche nord de l'Europe. Et j'ai pris la décision de prendre mes valises et de venir m'installer comme cavalier d'écurie chez Patrick Le Roland, ici en Belgique, à Cour-Saint-Étienne. Et je suis resté là 4 ans. En alternance, j'ai fait des allers-retours à Saumur pour faire une formation d'instructeur. Mais depuis 1992, je suis installé en Belgique. Voilà. Donc 4 ans chez Patrick Le Roland. Oui. Comment cette expérience t'a marqué et a peut-être formé une orientation dans ta carrière par la suite ? Alors ça m'a marqué parce que c'était un personnage, c'était un cavalier hors pair, reconnu dans le monde entier. Il a fait les championnats du monde, les Jeux Olympiques, et il avait une clientèle, des élèves internationaux. Donc il y avait vraiment à Cour-Saint-Étienne un brassage international de chevaux comme d'élèves qui m'a permis déjà d'être vraiment sur la scène de ce qui se faisait à plus haut niveau. Voilà. Et alors, le dressage, ça a été une orientation dès le début de ta carrière ou comment ça s'est passé ? Parce que je suppose que quand tu étais dans la structure de tes parents, il y avait de toutes les disciplines. Vous sautiez peut-être, je suppose, en parallèle. Alors moi j'ai monté énormément à poney, j'ai fait les championnats de France de jumping, j'ai monté en jumping en concours complet. Et puis mon premier cheval que mes parents m'ont acheté n'était limité que pour sauter 1m25, 1m30. Voilà. Et le cheval n'avait pas plus de capacité, mais par contre de belles allures. Et ma maman a toujours été intéressée par la discipline dressage et m'a poussé, m'a motivé. Et elle m'a déjà, à 14-15 ans, permis de travailler avec des entraîneurs assez connus en France. Notamment à l'époque, c'était Jean-Marie Donard du Cadre Noir de Saumur, Alain Franqueville, juge international, ancien écuyer de Saumur.
J'ai eu la chance de travailler avec Alain François, avec Lucien Grus. Voilà, donc j'ai eu vraiment, quand j'étais jeune, la possibilité de travailler déjà avec des gens passionnants. Et puis cette expérience en Belgique, bien sûr, plus bien sûr dans un parcours de... voilà, j'ai eu des chevaux qui ont traversé ma vie, qui m'ont permis d'amener plusieurs chevaux jusqu'au haut niveau. Et puis des entraîneurs allemands, des entraîneurs hollandais, qui m'a permis d'avoir vraiment une visibilité globale. J'allais dire, c'est ce qui est super cool, je trouve, dans ton parcours et dans ta carrière, c'est que tu as vu plein de points de vue. Tu as vraiment été... Enfin, j'ai l'impression, hein, voilà. tu me dis si c'est pas le cas, mais tu as vu une quantité d'équitation différente quand même. Tout à fait. Et puis, je suis vraiment passionné, donc comme tout le monde. Ouais. Et voilà, j'ai souvent mon réveil qui sonne à 5 heures du matin et je suis sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je continue à me cultiver, à lire des articles, à ouvrir des vieux livres. Voilà, je suis toujours en recherche de me perfectionner et puis d'engranger des informations. C'est hyper intéressant et ça se voit dans tes leçons, mais ça on en parlera plus tard. Donc pendant ces années, t'as vraiment une orientation compétition dès le début de ta carrière ? Oui, j'ai une orientation donc enseignant, c'était le deal avec mes parents d'être diplômé parce que voilà. Et puis j'ai eu plusieurs chevaux qui ont traversé ma carrière, notamment Nedji, ce fameux anglo-arabe, qui m'a permis de faire mon premier prix Saint-Georges. Ouais. Et puis je suis arrivé chez Patrick Lerollin à Cours-Saint-Étienne et j'ai eu la chance, et vraiment la chance, de pouvoir monter des chevaux dressés, notamment ici à Wavre chez Madame Dessia de Pau, où il y avait une dizaine de chevaux de Grand Prix. Et donc à 17-18 ans, quand on fait tous les jours du piaf, du passage, des changements de pied au temps, ça aide réellement pour engranger des sensations. D'autres chevaux ont traversé ma carrière. Je pense à un cheval qui s'appelait Presley, que j'ai acheté à 2 ans et demi en Hollande, et à 6 ans qui m'a permis d'aller monter les championnats du monde des jeunes chevaux à Verden en Allemagne. Je pense aussi parce que voilà, j'ai fait beaucoup ça, un autre cheval que j'ai acheté à 2 ans et demi, Don Johnson, que j'ai fait admettre à l'admission des étalons ici en Belgique et qui a vraiment très très bien évolué, qui est parti par après aux États-Unis. Okay. Et puis, une chance énorme de rencontrer une dame anglaise qui m'a confié un cheval au travail qui s'appelait Prince. Et ce cheval a été vraiment le cheval qui m'a permis d'aller jusqu'au haut niveau et de tourner en compétition internationale pendant 5-6 ans et d'aller jusqu'au niveau Grand Prix. Voilà. Okay. Quelles sont les grandes leçons que tu as pu rencontrer au cours de ton développement équestre ? Alors, est-ce qu'il y avait vraiment des grandes leçons ? Je ne pense pas, mais il y avait à chaque leçon du positif. Et c'est le parcours de chaque cheval, notamment avec l'étalon qui est juste ici, Maserati, que j'ai sorti également au Grand Prix, qui m'a permis d'aller travailler régulièrement en Allemagne chez Jan Bemelmans, qui est à l'heure actuelle l'entraîneur de l'équipe de France. Et donc, c'est chaque cheval qui m'a permis d'approcher différents entraîneurs et différentes approches techniques. Voilà. Et notamment, assez récemment, un cheval un peu compliqué que j'avais acheté également à 2 ans et demi, qui s'appelait Bestseller, qui m'a ouvert les yeux et qui m'a fait me rapprocher dernièrement, les 5 dernières années, beaucoup plus vers l'éthologie et le horsemanship pour comprendre le cheval dans son mental et comprendre le cheval dans son physique. Donc, clairement, tu es en perpétuelle évolution, en perpétuel questionnement. Tout à fait. Et je crois que c'est pas terminé. Non, avec les chevaux, je crois pas. Voilà. Ton expérience à haut niveau avec les chevaux, est-ce que tu peux nous en parler un peu, me dire ce que tu as aimé dans ce vécu-là, parce que c'est quand même très spécial, la vie de cavalier de haut niveau. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, et comment tu as réussi à adapter les chevaux à cette vie-là ? Quelles étaient les difficultés pour les chevaux et pour toi ? La difficulté de la compétition de haut niveau, c'est déjà, quand on doit gagner sa vie, c'est trouver la juste balance entre devoir gagner sa vie et faire du sport de haut niveau. Le sport de haut niveau a évolué ces 20 dernières années, c'est devenu vraiment du professionnalisme. Quand on part en concours international, on part le mercredi, on arrive le mercredi soir ou le jeudi. Le vendredi ou le jeudi matin, c'est la visite vétérinaire et on est parti pendant 4 jours. Donc c'est un peu une vie de... t'es sur la route. On est sur la route, on dort dans les hôtels ou dans le camion. Et puis c'est vraiment difficile parce que les concours s'enchaînent. Et il faut laisser aussi les chevaux se reposer un petit peu à la maison. Et donc il faut trouver cet équilibre entre le revenu financier, continuer à s'occuper des chevaux qui sont aux écuries, continuer à entraîner les chevaux, bien sûr donner des cours aux élèves et l'enseignement et le coaching, et puis se faire plaisir ou attraper une notoriété sur la scène internationale. Et c'est vraiment très très compliqué. C'est pour ça que maintenant, depuis 3-4 ans, j'ai pris cette décision de complètement arrêter
peut-être j'y retournerai à la compétition. On sait jamais. Mais vraiment de me consacrer au coaching et à l'entraînement et à la pédagogie, parce que c'est vraiment ce qui me passionne. Ouais. Voilà, et que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, que ce soit en Turquie ou en Suisse ou en Italie. Voilà, j'aime voyager et puis on rencontre des gens, on rencontre des chevaux et on fait de belles connaissances. Et puis ça me permet d'apporter mon savoir. En compétition à haut niveau, qu'est-ce que tu aimais ? Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient particulièrement vibrantes pour toi à haut niveau en compétition ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ? Je vais être très honnête. Ouais. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'ego. Voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'avais 30-35 ans, il y avait un besoin de paraître, un besoin d'exister, un besoin de se faire son nom, et finalement un besoin de briller. Et je crois que c'est un peu en tout un chacun d'arriver à réaliser ses rêves. Et donc c'était beaucoup de stress parce que la compétition, beaucoup de pression. Il faut d'abord des moyens financiers, il faut se consacrer à la tâche de la compétition, c'est-à-dire s'entraîner, avoir un coach. On peut être le meilleur cavalier du monde, il faut avoir derrière un coach, un staff, un bon vétérinaire, un coach sportif, préparation physique personnelle, un maréchal ferrant, voilà, toute une structure qui fait qu'on peut aller en compétition et essayer de prester. Voilà. Mais ça a été pour moi vécu un peu comme une obligation pour avoir une notoriété, mais ça crée beaucoup de stress. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as apporté justement ta vie de cavalier de compétition dans ton entraînement, dans ton rôle d'entraîneur, je veux dire, avec tes cavaliers ? Qu'est-ce que ça t'a apporté à ton avis ? Alors ce que ça apporte, c'est que ça apporte énormément de rigueur, parce que pour faire des performances à haut niveau, il faut avoir une rigueur, que ce soit au niveau du management du cheval, que ce soit au niveau du timing, au niveau de sa condition physique et au niveau de la manière dont on entraîne les chevaux. Ouais. C'est vrai que quand on ne fait pas de compétition, on peut simplement avoir du plaisir à faire quelques pas de côté dans le manège ou quelques exercices. Mais la compétition, il faut performer à un moment donné et un jour donné. Voilà. Ouais. Et le plus difficile, c'est d'être capable, bien sûr on est avec un animal, de rééditer la performance. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas un week-end faire 70% ou 80% et le week-end 15 jours, 3 semaines après faire une contre-performance. Donc il faut essayer vraiment, et puis le plus difficile c'est qu'on est avec ce cheval qui est un être vivant, qui a lui aussi ses états d'âme, et d'essayer de manager au mieux et de garder le cheval avec un bon mental, aller promener en forêt, savoir combien de séances il faut travailler dans la semaine, quels sont les jours où on va être plutôt dans un travail de stretching, quels sont les jours où on va être plutôt dans un travail concentrique de mise en exergue des exercices. Ouais. Voilà, donc c'est tout ce... Et puis on tâtonne puisque le cheval ne sait pas parler, donc on essaye de sentir et de comprendre un petit peu comment chaque cheval est différent et comment on doit manager chaque cheval. Et ça, c'est une très bonne expérience parce que j'ai pu faire de la compétition avec plusieurs chevaux différents et chaque parcours a été différent avec chaque cheval. Alors à l'heure actuelle, j'ai la chance de beaucoup voyager, donc je vois un volume de 1500 chevaux par an. Donc ça continue à me donner un bagage sur la visibilité de chaque cheval et la manière d'approcher chaque cheval dans son plan d'entraînement. Oui, absolument. Et du coup, on va parler un petit peu plus, si tu es d'accord, du contexte un peu du dressage et du sport du dressage et de son évolution actuelle. Oui. Moi, j'avais j'étais curieuse d'avoir ton avis sur l'évolution du sport, notamment alors les 10-15 dernières années, voire 20 dernières années. Je pense qu'on est tous d'accord, et tu me dis si c'est pas le cas, sur le fait qu'il y a eu quand même quelques petits scandales sur le bien-être animal, peut-être des abus par-ci par-là, notamment aux yeux du grand public. Aujourd'hui, le dressage, on est très prudent parce que tu mets une photo où c'est pas nickel et tu sais que tu vas te faire incendier sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, oui. C'est un peu compliqué. Donc du coup, tous les cavaliers en dressage sont un peu... Tout le monde fait attention et il y a eu des abus. Je pense que là-dessus, ils ont été assez flagrants. Mais aujourd'hui, moi, la sensation que j'ai, et c'est mon avis personnel, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cavaliers, jeunes ou plus ou moins jeunes, qui essayent de voir les choses un peu autrement, de donner un peu plus de sens aussi pour le cheval à cette discipline. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu constates ? Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y a eu vraiment un renouveau avec l'arrivée de Charlotte Dujardin et de Vallegros sur le circuit il y a une petite dizaine d'années, et que ça a donné vraiment une bouffée d'air, un renouveau sur la façon de travailler les chevaux, de monter à cheval et de
percevoir la compétition en quelque sorte. Et puis à l'heure actuelle, sur la scène internationale, il y a quelques moteurs, je trouve. Moi je pense à Jessica Van Bredow, la cavalière allemande, à Catherine Dufour au Danemark, bien sûr Charlotte Dujardin. Voilà, et c'est toute une nouvelle génération qui tire pour moi vers le haut positivement le dressage et qui sont beaucoup plus attentifs au bien-être des chevaux que l'on était autrefois. Ouais. Voilà. De toute façon, est-ce qu'on a le choix? Il y a un moment. Je pense qu'on n'a pas le choix et de toute façon, si on veut vraiment performer, on ne peut performer qu'avec un cheval, un animal qui veut jouer le jeu et qui a envie de faire plaisir. Et pour qu'il fasse plaisir, il faut le mettre dans des conditions à faire plaisir et vouloir performer. De ton point de vue, de quoi le monde du cheval a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut pour réconcilier le grand public avec les sports équestres, notamment avec le dressage? Je pense plus de visibilité. Il faudrait, par exemple, avoir des warm-up, des paddocks plus ouverts au grand public. D'accord. Il faudrait peut-être faire plus de cliniques ouvertes au grand public, ce qui se fait beaucoup en Allemagne. Donc il y a beaucoup de cliniques qui sont ouvertes où les gens payent 12 € pour assister à une soirée d'entraînement avec différents cavaliers, avec un entraîneur qui explique la philosophie, ce que l'on recherche et l'approche que l'on recherche. Et c'est vrai qu'on a l'impression que, à l'heure actuelle, le sport de haut niveau, c'est quelque chose de très élitiste et qu'on se sent complètement déconnecté de ce sport de haut niveau. Et la seule image qu'on en a, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, je trouve qu'il n'y a pas assez d'interférence entre le public et le sport de haut niveau. Alors en Angleterre, il y a beaucoup plus de communication, en Allemagne aussi, mais il y a encore énormément d'efforts à faire à ce niveau-là. Quand tu dis qu'il y a plus de communication, tu entends quoi par là, notamment en Angleterre, en Allemagne, par rapport par exemple à la Belgique ou la France? Je pense qu'il y a beaucoup plus de séminaires, de cliniques. Voilà, il y a des grands entraîneurs comme Karl Lester qui sont toujours prêts à expliquer leur philosophie et leur approche de travail. Par contre, il y a je ne donnerai pas de nom, mais il y a quelques endroits en Hollande où c'est porte fermée. Porte fermée. Donc, on ne sait pas trop ce qu'ils font derrière les portes fermées. Voilà, c'est pas. Mais Charlotte ou Karl sont les premiers à recevoir en Angleterre les gens dans leur écurie et de dire regardez la manière dont nous travaillons, regardez nos chevaux, ils vont en prairie, ils vont au paddock en sable, ils ont une vie, ils reçoivent leurs carottes, ils ont une vie de chevaux épanouis. Oui. Est-ce qu'on pourrait, c'est tout à fait vrai, le fait qu'ils vont mettre en avant la promotion du cheval qui sort tous les jours, des choses comme ça. Mais est-ce que c'est facile à faire quand tu as déjà fait tes preuves à haut niveau? Est-ce que c'est pas plus difficile pour des cavaliers qui sont peut-être moins sûrs d'eux, qui sont des jeunes cavaliers, qui sortent peut-être déjà à haut niveau, mais qui ont peur de la polémique, qui ont peur que leur image soit dégradée? À ton avis, comment gérer ça quand tu es peut-être moins sûr de toi et que tu as envie de garder une image positive par rapport à ton public, ta clientèle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rassurer les cavaliers de dressage un peu plus jeunes par rapport à leur image et par rapport au fait de les encourager, d'échanger avec le grand public? Je pense qu'il faut avoir l'envie de communiquer et puis on a tous le droit de faire des erreurs. Alors, il ne faut pas que ce soit des grosses erreurs parce qu'on a un animal, un être cher, mais on a tous le droit et pour moi la réussite, c'est un petit peu la somme des erreurs. Il ne faut pas en faire trop, il faut peut-être se faire un peu piloter, mais on a tous le droit de faire des erreurs parce que c'est les erreurs qui nous donnent la solution et le ressenti. Voilà. Alors maintenant, oui, c'est pas évident. Il faudrait intéresser plus le grand public. Et alors, je trouve que ce qui est très bien, c'est l'apparition depuis 2007, un peu de cette échelle de progression, cette échelle l'échelle de progression qui a permis que tout le monde parle un petit peu le même langage, les juges, les entraîneurs, le cavalier, et qu'on soit tous un petit peu sur la même ligne dans l'approche et dans le regard du travail d'un cheval. Est-ce que le cheval est dans une bonne cadence? Est-ce qu'il est bien décontracté? Est-ce que ce qu'on appelle la connexion est correcte? Est-ce que la rectitude est correcte? Est-ce que l'équilibre, l'impulsion? Voilà, ça permet d'essayer d'avoir un langage commun. Et en fait, finalement, si je résume ce que tu dis, il faudrait plus de pédagogie. Il faudrait plus de pédagogie, oui. Ok. Du coup, on va peut-être parler de ça. Bon, je le sais de source sûre que tu donnes beaucoup d'images en son. T'es beaucoup dans la métaphore, dans des images hyper visuelles, hyper faciles à interpréter pour beaucoup de cavaliers. Et moi, je te l'avais déjà dit, mon point de vue sur tes cours, c'est que c'est très théâtral et du coup, tu vis tes cours pleinement et t'es à fond dans tes leçons. Et ça, c'est très agréable. Quand on est étudiant avec toi, on a vraiment cette sensation que t'es avec nous. Qu'est-ce qui est, selon toi, particulièrement important quand on est pédagogue? Que l'élève ne perdent pas de temps dans l'apprentissage. Et ce qui est très difficile quand on débute ou quand on monte en dressage, c'est qu'on tâtonne. Et que l'élève est à la recherche, ou l'entraîneur est à la recherche de faire sentir à l'élève le geste juste.
Voilà, là, ton cheval, il pirouette bien, ou là, ton cheval, il marche bien au pas. Là, tu sens que le garrot est en place et que le dos du cheval est en place et les postérieurs sont en place. Et ce qui est très difficile, c'est quand on est jeune cavalier ou cavalier, je ne vais pas dire débutant, mais qu'on n'a pas assez d'expérience, on tâtonne et on cherche le feeling. Et je pense que j'image beaucoup mes leçons pour donner des images aux cavaliers dont le cavalier dit « Ah, c'est ça que je dois rechercher, c'est ce feeling. Ah oui, le dauphin, le cheval monte sa nageoire dorsale. » Voilà, c'est cette image. C'est pour pas que le cavalier végète 6 mois, 1 an, pour après 1 an se dire « Ah, mais c'est ça qu'il me racontait la dernière fois, il y a 1 an et demi. » Il faut qu'on essaye d'avancer, enfin pas d'avancer vite, mais qu'il y ait une compréhension et un ressenti. Parce que la progression, elle se fait que dans le ressenti. Bah oui. Si on met le monde actuel du cheval et du dressage en comparaison avec peut-être celui d'il y a 20, 30 ans, de ton point de vue, qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui est moins bien ? Alors, qu'est-ce qui est mieux ? C'est la circulation des informations. Les réseaux sociaux, c'est une mine d'or pour aller rechercher des informations, se cultiver, lire des articles, regarder des vidéos. Il y a bien sûr Blooming Rider, mais je pense à dressageclinique.com. Ouais. Voilà, il y a plein de plateformes qui permettent d'aller chercher de la nourriture, en quelque sorte. Voilà, je suis pas si vieux que ça, mais de mon temps, on commandait les cassettes VHS, et puis on était avec nos bouquins classiques, à lire le soir et essayer de tâtonner. Voilà, et donc maintenant, il y a une circulation des informations qui permet qu'on peut progresser d'une rapidité exemplaire. Et qu'est-ce qui est moins bien de ton point de vue ? Est-ce qu'il y a quelque chose de moins bien de ton point de vue ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de moins bien, et j'irais dire aussi les réseaux sociaux. Ah ouais, voilà. La double tranchant. Le double tranchant des réseaux sociaux. Il y a certaines choses qui m'irritent sur les réseaux sociaux. Quand je vois des chevaux de 5-6 ans, des vidéos où on les fait trotter les antérieurs par-dessus les naseaux, quand je vois qu'il y a dernièrement un challenge de celui qui va faire le plus de changements de pied au temps. Moi, j'ai fait 46 changements de pied au temps. À qui va en faire 52 ? Voilà. Est-ce qu'on est encore dans le respect du cheval ? Est-ce qu'on est encore dans le bien-être animal ? Est-ce que... Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, et je me demande quel est ton point de vue là-dessus, c'est que finalement, comme les chevaux, en fait, comme le dressage est quand même aussi nettement valorisé par la qualité du cheval que tu montes, et donc par tes moyens financiers pour y accéder, et les chevaux aujourd'hui coûtent hyper cher, quand tu rentres dans des très bons chevaux, c'est quand même pas donné à tout le monde. Est-ce que finalement, la compétition de dressage va pas se retrouver à être un milieu pour des gens très riches, et avec finalement une sélection qui se fait pas par le meilleur cavalier, mais peut-être par celui qui a eu plus accès à des moyens. Je le pense, c'est un peu comme la course de voilier, l'America's Cup, voilà, et c'est des voiliers qui coûtent excessivement cher, et c'est finalement des gentleman farmers richissimes qui concourent entre eux, mais on se sent éloigné. Alors on regarde ça avec beaucoup de rêves et d'étoiles, mais c'est quelque chose un peu inaccessible. Mais je pense que là, les fédérations équestres doivent peut-être prendre conscience de ça et d'essayer d'adapter, de peut-être faire un autre circuit, le circuit professionnel, on va dire un circuit semi-professionnel et un circuit amateur pour les gens qui veulent faire de la compétition dans le respect du cheval, avec des chevaux de qualité normale, et puis puissent avoir du plaisir en pratiquant leur sport. Mais c'est vrai qu'il y a un écart énorme, et cet écart se creuse, voilà, de plus en plus, comme la société. On est dans une société voilà, où certaines personnes s'enrichissent et la classe moyenne reste au milieu. Voilà. Donc ce sport est vraiment devenu un sport élitiste. Ouais. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on parlait juste avant de comment remettre du lien avec le grand public et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir, même quand on est cavalier amateur ou même quand on est cavalier professionnel et qu'on n'a pas ces énormes moyens, il y a possibilité de faire une belle équitation de qualité, dans le respect du cheval, bien sûr, et puis de prester correctement. Ouais. Mais alors, du coup, chercher chercher le développement de sa carrière peut-être ailleurs que dans la compétition de... C'est ce que fait très bien Tristan Tucker, c'est ce que fait Will Rogers. Voilà, Lysée Froment aussi a bifurqué un petit peu vers le spectacle et vers un travail plutôt artistique en quelque sorte, parce que je pense que tous ces gens-là, soit c'était pour des raisons financières, soit c'est pour des raisons
sentimentale Ouais. ou ne se retrouve pas dans la compétition de haut niveau. Et d'ailleurs, un exemple comme Catherine Dufour, c'est un peu un ovni parce que c'est pas quelqu'un qui vient d'une famille de milliardaires. De ce que j'ai compris, hein, on est sur quelqu'un qui toute la famille est autour, tout le monde sponsorise comme ils peuvent, mais elle vient pas de nulle part, j'exagère, mais peu quand même. Je suis d'accord, mais oui, c'est un ovni, Voilà. parce que c'est une jeune fille qui déjà avait une assiette à poney qui était incroyable, qui a pu avoir son premier cheval qui lui a permis de faire les juniors, les jeunes cavaliers, et puis il y a quelques cavaliers qui sont hors normes, comme certains sportifs, tennisman ou golfeurs, c'est des extraterrestres, ils ont naturellement le geste juste, et voilà, Catherine Dufour est une cavalière extraordinaire, qui a une assiette extraordinaire et qui a un feeling qui fait que quand on repère une cavalière de cette qualité-là et qu'on est propriétaire de chevaux ou mécène, on a envie d'aider, on a envie de confier des chevaux de qualité, et c'est ce qui lui permet d'exister sur le circuit de haut niveau. L'exception qui confirme la règle. Oui, il y a une exception. il y a, et puis encore des belles histoires à écrire. Voilà, il y a de la place pour tout le monde, mais il faut se battre. Il faut se battre, il faut avoir du talent, il faut avoir, voilà. Ouais. J'aimerais qu'on reparle un petit peu de ta philosophie d'enseignement. Je sais que tu entraînes aussi parfois des cavaliers d'obstacles, je me trompe pas. Donc tu vois des chevaux assez différents. Oui. Quels sont les challenges que tu rencontres quand le type de cheval et de discipline varie? C'est quoi les grosses différences par rapport à un cavalier qui a un bon cheval de dressage, qui sort peut-être en compétition? C'est quoi les grosses différences et les petits challenges que tu as? Mon plus gros challenge, c'est que le cheval travaille dans le confort. D'accord. Voilà. Dans le confort psychique et dans le confort physique. La recherche, même si c'est un cheval qui a des moyens limités ou qui a une allure un petit peu moins bonne, un galop un peu moins bon, ou il y a toujours moyen de mettre le cheval dans une zone où, parce qu'il est relâché, décontracté, et va essayer de progresser et de vouloir évoluer sous des aides du cavalier. Donc ton but va être le même, en fait, quel que soit le cheval que tu vas avoir. Toi, ta priorité reste que le cheval soit confortable dans sa discipline, en fait. Oui, vraiment. C'est que le cheval, que ce soit un cheval d'obstacle, faire ressentir, parce que j'ai beaucoup de cavaliers internationaux de jumping qui font appel à moi pour le travail sur le plat. Et ma recherche, c'est de leur faire découvrir ce que c'est qu'un cheval qui galope en équilibre, qui est léger sur le contact, qui se prend en charge, qui voyage bien dans son dos pour améliorer justement la qualité du saut en optimisant la qualité de la locomotion du cheval. Et t'aimes autant ça que travailler sur des chevaux de dressage? Ça te plaît autant? J'ai pas de discrimination. C'est pour moi, c'est faire évoluer n'importe quel cheval m'intéresse. Ça, c'est chouette. Pourquoi est-ce que tu t'es spécialisé en dressage? Qu'est-ce que t'aimes particulièrement dans cette discipline? Alors, je me suis spécialisé un peu en dressage parce que ma maman m'a un peu poussé vers la discipline. Après, t'es resté longtemps quand même. Et puis, je me suis passionné. Et puis, on croise certaines personnes qui fait qu'on prend goût et que ça devient presque une addiction. Voilà, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'entraîneurs. Je parlais des gens de Saumur, mais j'ai pu travailler avec une cavalière hollandaise qui s'appelle Jeannette Hazen. J'ai eu la chance aussi de travailler avec Carlos Pinto, une approche un petit peu plus ibérique, Victor Alvarez, Gonzalo Carvalho. Voilà, j'ai vraiment un peu touché à tout, mais en m'investissant à chaque fois pendant plusieurs mois dans chaque technique. Parce que je côtoie certaines personnes qui switchent tous les 15 jours. Et là, on ne peut pas vraiment aller au fond du process. Donc tu vas vraiment au bout de l'approche de chaque entraîneur. Et puis maintenant, j'ai eu la chance d'être accepté, entre guillemets, intronisé dans le IDTC, qui est l'International Dressage Training Club. Voilà, ce sont les 100 meilleurs coachs internationaux qui se retrouvent une fois par an pour un séminaire. Malheureusement, avec la pandémie du Covid, nous avions un rendez-vous qui a dû être annulé au mois de novembre chez Klaus Balkenhol pour 2 jours de séminaire et un échange entre les entraîneurs. Hyper enrichissant, c'est super. Très enrichissant. Génial. Et puis ça permet de discuter, d'échanger et de voir techniquement vers où on va. Et puis voilà. Ouais, c'est génial. Donc pour terminer cette interview, une question un peu plus générale. Qu'est-ce que tu aimes chez les chevaux qui t'a amené à en faire ton métier finalement? C'est un animal noble et puis un être vivant incroyable. Et il y a moyen de créer une relation entre l'homme et l'animal et puis de faire un chemin de vie ensemble. Voilà. Et puis bien sûr, moi, la pédagogie l'enseignement m'a toujours motivé. Donc l'enseignement autant aux gens qu'aux chevaux en fait finalement. Parce que former un cheval quelque part. Je crois que c'est plus facile l'enseignement aux chevaux que l'enseignement aux gens. Voilà.
parce qu'on a tous voilà, des soucis, du stress, la vie actuelle fait qu'on a beaucoup de stress et que c'est difficile. Il faut être vraiment, quand on veut bien monter ou quand on aborde un cheval, il faut être vraiment dans un calme intérieur. Voilà, c'est la première chose. Ouais. Et quand on monte un cheval, arriver, si je dis à certains élèves, voilà, allez sur petit bambou, faire une petite méditation de 10 minutes dans votre voiture en vous garant aux écuries, avant de descendre de votre voiture pour vous approcher de votre cheval ou pour venir monter en leçon et faire un chouette travail de dressage. Ouais, c'est génial. Du coup, cet amour des chevaux aussi t'amène à avoir un certain point de vue sur la gestion des chevaux, je suppose? Oui, sur la gestion de leur bien-être. Bien sûr, il y a la gestion technique du travail, entraînement, mais il y a la gestion du bien-être. Moi, j'ai la chance d'avoir à l'heure actuelle les chevaux dans une écurie ici, avec des box associés à un mini paddock. Ouais. Et ça, c'est depuis 5-6 ans. Et je ne me vois plus en mettre mon cheval dans un box de 3,5 par 3,5, enfermé toute la journée. Ouais. Donc, je crois vraiment que le cheval, il y a une énorme évolution sur le bien-être du cheval. Et je suis très attentif à ce que le cheval sorte le plus possible, ait des relations avec les autres chevaux, et que le cheval soit respecté en tant que tel. Ouais. Ouais, donc je suppose qu'ils voient l'ostéo, que voilà, ils ont tous ces ostéo, petits soins. Exactement. Et puis, ce qui a fort évolué, on parlait de l'évolution du dressage sur les dernières années, c'est que je pense qu'on entraîne bien mieux les chevaux maintenant qu'on les entraînait il y a 20 ou 30 ans. Parce qu'il y a des techniques d'entraînement quand on va soi-même faire du fitness avec un coach, il y a un travail d'échauffement, mise à température des muscles, puis après on va vers de l'explosivité, puis on revient chercher de la décontraction. Et donc tout ça est maintenant, on aborde le cheval beaucoup plus comme un athlète sportif, comme un sportif de haut niveau, et c'est un petit peu moins, aujourd'hui on va travailler ceci, on va travailler cela. Donc il y a vraiment des plans d'entraînement à suivre, en essayant je ne vais pas faire du copier-coller, mais en essayant de s'appuyer sur le fitness et le sport humain. Donc en fait, ça revient avec la notion dont tu parlais de professionnalisme, que le sport va beaucoup plus loin dans la démarche finalement de sport qu'avant. Bien sûr, oui. Et donc ça va avec des conditions de vie qui... Oui, moi j'ai assisté à des séances de cavaliers de très haut niveau il y a 20 ans qui faisaient pirouette au galop, piaffe et passage, hop, on descend et on met le cheval au box. Et maintenant, c'est plus concevable de ne pas faire 10 minutes de stretching, de relâchement, de ramener le rythme cardiaque à un niveau correct. Donc, et on est beaucoup plus attentif au bien-être, et ce qui évite d'avoir des accidents de tendinite, de blocage physique. Donc, voilà, tout a évolué. Sur ce mot de la fin, on va clôturer cette interview. Merci beaucoup pour ton partage. C'était hyper intéressant et je pense que ça va inspirer beaucoup de jeunes cavaliers qui rêvent peut-être d'une carrière aussi riche que la tienne, parce que tu as vu beaucoup de monde, beaucoup de cavaliers. Je pense qu'aujourd'hui, tu arrives à faire la synthèse de tout ce que tu as pu voir au cours de ta carrière, ce qui n'est pas toujours facile pour un cavalier. Donc, merci à toi. Avec grand plaisir. Et puis, bonne chance à Blooming Rider. Merci.